Pendant longtemps, et sans doute encore aujourd'hui, le paysan a souffert de son image de cutéreux. Le paysan agriculteur est encore de nos jours traîné dans la boue, comme si de la boue il n'y en avait pas assez autour de chez lui. Et oui, pas facile pour redorer son blason et s'insérer socialement quand on est obligé de mettre des bottes presque toute l'année. Ce mal-être, cette profonde blessure sociale, est sans doute à l'origine de ce trait commun qui veut qu'un sol propre soit un sol nu. Il nous suffit de traverser la France de long en large et en travers à l'automne pour le remarquer facilement. Or, c'est non seulement un contresens agronomique total, mais aussi une agression à l'expression de toute forme de vie sur Terre. Un sol nu, c'est d'abord un sol mort, au moins momentanément. Un sol qui a perdu toute sa force vitale, au moins dans sa couche superficielle, celle-là même où toute la dynamique du vivant prend naissance. En fait, pour tenter de donner une image positive à leurs activités et affirmer une identité sociale digne, l'agriculteur, le maraîcher et le jardinier du dimanche n'ont rien trouvé de mieux que de labourer, motobiner ou désherber chimiquement toutes les terres de France et de Navarre, ignorant que, du même coup, ils étaient en train de stériliser leur sol et détruire leur outil de travail. Tout simplement parce que ça fait propre. Par des exigences de production pour nourrir le monde, par des exigences économiques, on veut vivre et le mieux possible, augmenter son niveau de vie. Et on est pris dans cet engrenage, mais au point où on a poussé la logique jusqu'à un niveau où maintenant on a peur que ça détruise l'ensemble. L'agriculture consomme une énergie beaucoup plus que la planète en reçoit si on l'étendait trop. L'histoire de la planète, c'est un sol. On parle bien du sol lunaire. Il ne viendrait pas l'idée aux gens d'appeler ça de la terre, mais pourtant c'est un milieu dans lequel il y a certains types de plantes, comme on les voit ici, des chardons, dans d'autres régions c'est des oyas, qui se développent et qui petit à petit arrivent à fixer. On voit que partout il y a des touffes d'herbe, mais il y a un monticule qui s'est formé, le sable reste bloqué là, puis il y a une vie qui se développe là. La vie, dans son processus d'évolution, c'est comme si elle-même formait les conditions qui lui permettent de se développer. Elle transforme le milieu dans lequel elle naît au point d'arriver à en faire quelque chose de très différent, comme la forêt amazonienne qui repose sur du sable, par exemple. Ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de revisiter l'histoire des peuples par le biais de l'histoire de l'agriculture.
Et ça, je pense que ce serait très 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 riche d'enseignement, parce que systématiquement, on s'aperçoit, quand on fait un petit peu de sociologie ou d'agronomie, que l'histoire des peuples, elle est liée à l'histoire de leur agriculture. Et pour revenir vraiment dans l'historique de l'agriculture, notre modèle, c'est le croissant fertile. Et quand je regarde l'état de délabrement du croissant fertile, je suis complètement estomaqué que ce soit encore un modèle de développement. Que s'est-il passé dans le croissant fertile pour en arriver à un désert? En fait, on a exploité un milieu. Dans la Bible, on parle d'un pays où coule le miel et le lait. Aujourd'hui, quand je vais à Gaza, je ne vois pas trop couler le miel et le lait, c'est plutôt les larmes et les bombes, vous voyez. Et le sang. Voilà. Et donc, on est un petit peu malheureux quand on regarde ça. Et on se rend compte qu'en fait, toute notre histoire de l'agriculture, elle a toujours suivi un petit peu le déclin des sociétés. Et les Romains, ils ont fait des thermes en plein milieu du désert, en Tunisie, en Afrique du Nord. Aujourd'hui, c'est le désert, il n'y a plus rien. Donc s'il y avait des thermes, il y avait des arbres, il y avait de l'eau. Quand on a commencé à couper les arbres dans ce milieu très sensible, on a perdu l'eau et finalement, on a perdu la terre. Si j'étais un travailleur du sol, je prendrais une bêche et je ferais ça, patiemment dans l'hiver, d'une manière consciencieuse, pour enfuir toute cette saloperie d'herbe qui m'emmerde. Et donc je prendrais mon sol et je le retournerais comme ça. Voilà. Puis ensuite, je ferai à nouveau ça à côté. Donc, on a inventé une multitude d'outils pour faire ce geste, dont l'outil qui paraît être le plus génial aux yeux de mon enseignant, c'est la charrue. Voilà ce qui se passerait. Donc, d'un sol très structuré, très apte à résister aux intempéries, je mets en surface un sol qui l'est beaucoup moins, et qui est, lui, par voie de conséquence, beaucoup plus facile à se disperser. Donc plus facile à éroder, plus facile à se dégrader. Donc le travail que j'ai fait là, qui s'annonce comme un travail, est en fait qu'un geste de destruction, quoi. Malheureusement, on l'a institutionnalisé, quoi. On a considéré que c'était l'élément qui permettait d'améliorer son sol, quoi. Et depuis la charrue, elle a quand même un paquet d'années maintenant, quoi. Ça fait un moment qu'on la bourre en long et en travers dans tous les coins du monde, quoi. Et avec des sols qui sont de moins en moins pourvus en matière minérale, qui sont suroxygénés, donc on brûle la matière organique, qui sont de plus en plus instables, plus la chimie par-dessus qui accélère les processus de dégradation des sols par d'autres phénomènes chimiques. Et donc on se retrouve avec des sols morts, inaptes à résister aux intempéries. C'est la catastrophe, quoi. C'est la catastrophe, c'est la famine dans peu, quoi. Dans très peu, si on continue comme ça, quoi. Toute la vie de l'humanité tient à cette faible couche de terre arable, on dit, qui peut aller de 5 à 30, 50 cm. Ici, donc le sol qui est fait de deux choses, ce qu'on appelle le CAH, complexe argilo-humique. D'une part, il est fait de l'effritement de la roche-mère. Donc vous avez le rocher, le caillou, le gravier, le sable, le limon, l'argile, pour avoir toutes ces séquences. Et puis dessus, ce minéral qui lui-même est donc décomposé par le gel, par les conditions atmosphériques, va se décomposer les restes de la vie. Ça peut être des coquillages, ça peut être des excréments d'animaux ou des débris végétaux. Et tout ça, ça donne l'humus qui, ensemble avec le minéral, avec le travail des vers de terre, des micro-organismes, donne le sol vivant.
Aujourd'hui, nos systèmes qui cassent le cycle, qui mettent les sols à nu, qui oublient de capter de la photosynthèse alors qu'il y en a toute l'année, et puis qui finalement détruisent le sol où est hébergée l'entité de recyclage, c'est-à-dire le sol vivant, eh bien, à un moment donné, ils font exactement l'inverse de ce que la nature nous enseigne tous les jours. Donc comment veut-on, à un moment donné, nourrir le monde avec des techniques qui ne sont pas capables d'en copier le b.a.-ba du fonctionnement et du bon sens? La question que je me pose en voyant cette motte de terre, ce bloc de terre, résultat d'un labour, c'est comment une graine peut germer sur une surface aussi lisse et comment la plante peut s'implanter et se développer facilement. À mon avis, en procédant ainsi, on multiplie les difficultés pour qu'une plante pousse correctement. Au sens propre du terme, c'est du béton. Pour arriver à rendre cette motte de terre semable, il va falloir 2 ou 3 passages de tracteur et on va compacter complètement le sol que l'on va travailler. Quand je dis que c'est du béton, on n'est pas loin. Voilà. Et sur tout le volume est hyper compact. Dessous, on arrive à voir un petit peu d'enracinement des adventices qui étaient au bord du talus. Et voilà, toute la surface est compacte. Donc là, on a le labour de l'an passé, et là, on a le labour de cette année. La motte de terre a retourné, la zone de compactage de l'an passé est restée complètement intacte. 15-18 cm. Le compactage de l'an passé, on l'a remis en dessous cette année, on le revoit ici encore. Donc ça, c'est un travail qui a été fait quand même il y a plus d'1 an, et les stries sont restées comme si on avait un fossile vieux de plusieurs milliards d'années. C'est tout à fait impressionnant. Summum du summum, les endroits où le tracteur est passé et repassé. Ces zones-là, on les retrouvera dans la culture. Si on revient dans quelques semaines, une fois que la culture sera implantée, à ces endroits-là, les végétaux vont beaucoup moins bien se développer que sur les endroits juste à côté. Et c'est très très flagrant. On reviendra et on pourra facilement le vérifier. Voilà, sur l'arrêt du tracteur, à côté du passage du tracteur. Selon la formule consacrée, il n'y a pas photo. Alors là, on a l'exemple sur les traces du tracteur. Donc il y a encore de l'eau là qui reste alors qu'il n'a plus plu depuis 1 semaine. Et il y a même eu du vent. Alors on voit que tout de suite, vous voyez, ça tient. Il n'y a même pas de granulométrie là. On a quelque chose de compact. Donc c'est évident que un sol comme ça, il ne peut plus respirer. Forcément, ça amène l'humidité. Les limaces vont pouvoir, au lieu de se réfugier dans les lisières, elles pourront rester dans les fissures du sol. Hein. Et puis, on voit aussi que les oiseaux sont venus boire, notamment le petit gravelat, des limicoles qui sont en migration. Ça, c'est l'antilimace qui, évidemment, va nuire après au hérisson, puisqu'on est dans une situation quand même de lisière de forêt. Donc de nouveau, vous voyez, on essaye de compenser quelque chose en imaginant qu'on va être attaqué. On n'a pas des conditions favorables. Alors la terre, elle dit quoi? Elle dit laissez-moi faire, je vais trouver une solution moi-même, mais il faut me laisser le temps, quoi. J'ai une petite question, madame, sur les légumes. Je vous en prie, monsieur. Voilà. Quand vous voyez tous ces beaux légumes, est-ce que vous pensez au sol, à la terre, qui les a portés? Absolument, oui. Je suis tout à fait consciente qu'on doit protéger notre sol, notre terre, notre agriculture et qu'on a encore beaucoup de progrès à faire.
Ouais. Vous pensez que le monsieur il a bien fait son travail là, qu'il a été respectueux? Bah écoutez, a priori, quand on est comme ça à l'extérieur, on se dit que c'est assez appétissant et que ça fait vrai. Voilà, qu'on n'est pas dans un supermarché. C'est vrai, il fait froid ici. Non, c'est vrai que ça fait plaisir. Vraiment. D'accord. Et ça guide votre façon de consommer ou... Absolument. Ah oui, oui, absolument. Je pense qu'effectivement, le fait de voir des légumes, on est obligé d'anticiper sur une cuisine peut-être plus saine, moins grasse. Ça donne envie de cuisiner en tout cas. Donc il y a une démarche de santé en même temps. Ah oui, absolument, vraiment. Oui, oui, je pense que c'est important de la vue, l'odeur, et que du coup on change un peu sa façon de consommer. D'accord. Et c'est un débat qui vous intéresse pour l'avenir, bien sûr. Bien sûr. Non seulement pour moi, pour mes enfants, mes petits-enfants. Oui, je pense qu'on a effectivement, on doit être concerné par tout ça. C'est pas du tout quelque chose qui est un problème global, mais c'est déjà un problème individuel. Et on a encore pas mal de démarches à faire. D'accord. Vous savez qu'un agriculteur, par exemple, il va commander 2 semi-remorques de produits chimiques. S'il en met qu'une, qu'est-ce que ça vous fait? Je préférerais qu'il n'y en ait pas du tout. Ah bah, moi je connais des endroits où la terre est pratiquement stérilisée, tellement elle a été orientée sur des productions très limitées. Donc il n'y a eu qu'un type d'engrais, il n'y a eu que quelques types de pesticides ou de traitements, quoi, pesticides. Et finalement, ce sont des terres qui sont mortes. Il faudrait dépenser beaucoup d'énergie et d'argent pour arriver à les restaurer. Je suis au XXe siècle, au XXIe en fait précisément, et que on sera bientôt entre 9 et 10 milliards d'êtres humains, et puis qu'on est encore dans une réflexion de l'histoire qui est construite sur la dégradation des milieux et la désertification. Et ça, c'est très 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 inquiétant, parce que je ne vois pas comment je vais, moi, en tant qu'ancien agriculteur, arriver à nourrir ou contribuer à nourrir 10 milliards d'individus sur des schémas techniques qui paraissent peut-être erronés. L'agriculture actuelle est confrontée à un triple défi, nourrir plus de monde avec moins d'énergie fossile sans polluer. On ne voit pas très bien comment on pourra résoudre ce triple défi. Enfin, ça paraît vraiment difficile à relever. On nous propose actuellement ce que j'appellerais la voie moderniste, c'est-à-dire les logiciels d'aide à la décision, le guidage par satellite, le télégonflage, l'agriculture de précision d'une façon générale. Ce sont des choses intéressantes, il ne faut pas les rejeter, mais on peut légitimement douter de la capacité de cette agriculture moderniste à résoudre les problèmes qu'elle a elle-même en partie posés. On est en train de faire une analyse de terre pour voir quelle est la santé du sol. Donc on a été attiré par ce terrain depuis loin en voyant ces touffes d'herbe sur du terrain nu. Puis en se rapprochant, on découvre donc dans ce périmètre agricole où il y a les céréales, du colza, des prairies, on découvre qu'on est sur un ancien champ de maïs. Et puis on est dans une culture de betterave qui a très mal poussé, on la voit là, des plants qui ont beaucoup de peine. Il a fait en fait très sec longtemps et puis après il est venu la pluie mais le froid. Donc cette betterave a stagné et du coup ça a permis à la végétation adventice de se développer beaucoup plus intensément. Alors on a surtout du raigrasse, donc ces graminées à feuilles luisantes. Alors si on fait un petit échantillon, on découvre qu'il y a beaucoup de vers de terre. Voilà, ici on a des vers de terre. J'en ai un ici par exemple. Donc il y a quand même pas mal de vie. On voit que, encore une fois, les végétaux ont préparé, on essayé de lutter contre cet encroûtement du sol qu'on voit là. On voit cette croûte qui s'est formée, donc le côté sec, et puis on voit quand même qu'il y a beaucoup de trous. Donc les vers de terre essayent de ramener la granulométrie. On a aussi du vulpin, on appelle ça aussi queue de renard. Vous voyez l'exubérance par rapport à la plante cultivée qu'elle a. Hein. Donc on voit qu'elle a presque 10 fois la taille. Évidemment, ce n'est pas le but de produire des herbages. Et là aussi, on voit le grand chevelu de racines.
Donc là, ça sera très difficile de récupérer la culture. Si on met un herbicide trop puissant, on risque de détruire aussi la propre culture. Ça, si on le dépose dans un verre ou dans de l'eau, on va voir que ça va garder sa structure pendant un moment. Alors que si on prend un sol qui n'a pas cette structuration, un sol plus minéral, très rapidement il va se sédimenter et il va y avoir en suspension des éléments fins, donc les limons, les argiles qui vont se mettre en suspension. Donc on peut imaginer que quand il y a une pluie très forte sur un sol à nu, ce qui est malheureusement le cas pratiquement partout dans le monde actuellement, l'écorchure du travail de l'homme, quand il y a le splash de la goutte, quand la goutte tombe sur le sol, ces particules fines remontent en surface, elles sont retenues à rien, et selon les lois de la gravité, elles glissent sur les pentes, et après il y a un effet de boule de neige, un effet d'inertie qui fait qu'elle accroche d'autres matières, et c'est comme ça qu'en fait, de nos jours, depuis apparemment 20-30 ans, à la moindre pluie, on a le paysage qui saigne de tous les côtés, et nos rivières qui se remplissent de limons, à la toque, en sachant que pour former une argile qui ne se forme pas en climat tempéré, mais il faut plusieurs milliers, voire millions d'années, et qu'on en perd jusqu'à, d'après les chiffres des pédologues, 40 tonnes par hectare et par an sur sol cultivé en zone tempérée comme nous, et jusqu'à 200 tonnes en zone où la climatologie est beaucoup plus agressive, genre au Maroc, alors que normalement un sol vivant qui est laissé à lui-même, il perd 500 kg de matière. Donc on peut voir le déficit dans lequel on va se retrouver incessamment sous peu. C'est le problème lié à la surexploitation des milieux par une agriculture qui produit le désert. Donc aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Soit on continue, soit on change. Moi, le beau premier, on est tous dans une misère noire. On n'a plus d'argent pour vivre dans notre métier. Maintenant, s'ils ne veulent pas changer le fusil d'épaule, c'est leur problème. Ou ils vont bouffer tout ce que leurs parents ont gagné, ou il faudra qu'ils changent vite. Et ils ne vous posent pas de questions? Ils ne posent pas de questions, ils sont sournois les gens, ils vont se promener dans les champs. Ils parlent entre eux, mais directement, tu n'as personne qui vient d'en parler. Si, autrefois, ils te disaient, oh, t'as pas réussi, là, ça, ils ont su me le dire pendant plusieurs années, que c'était pas joli, ça ressemblait à rien. Et maintenant, j'entends plus rien. Mais ils discutent entre eux quand même, parce qu'ils veulent savoir pourquoi, quelle variété c'est, comment ça se fait que les maladies se développent moins que chez eux. Ils posent des questions, mais entre eux. Le problème, c'est qu'ils sont tellement largués qu'économiquement, ils ne savent plus où aller. Et plus ça va, et moins ils croient à leurs dirigeants des coopératives. Si, c'est vrai que c'est de toute beauté quand même. Je pense que tu dois faire des envieux quand même. Je te dis, ils sont fous là maintenant. Donc tu vois, d'avoir fait les essais, là on a un champ réussi. D'accord? C'est-à-dire que tu développes sur les parcelles tous les bons protocoles. D'accord? Tout ce qu'il faut faire, finalement. Ça fait des champs de toute beauté. Moi, je suis plutôt agréablement surpris. Donc ici, le triticale, c'est lequel? Ça, c'est celui de Caussade. On va refaire la même chose. Tu ramasses sur 1 mètre dans un rang, là où tu as un rang, tu ramasses 1 mètre d'épis. C'est dingue les coccinelles qu'il y a ici quand même. C'est de pire en pire. C'est une bonne chose? Oui, je suis très confiant pour l'avenir, moi. Très très confiant. Ce qui m'a surtout fait me décider, c'est que mon épouse a eu un cancer il y a quelques années et on a fini à l'Institut Bergonié à Bordeaux. Et là, on est arrivé à un étage où on a vu plein de petits gamins, là, tu sais, qui n'ont pas de cheveux sur la tête. Et à un moment donné, quand même, à force d'y aller, tu es obligé de demander et de voir les professeurs pour leur demander de quoi ça arrivait, de quoi ça venait. Et ils sont tous formels sur la chose, c'est qu'ils ont dit que ça vient essentiellement de la nourriture et de la pollution. Et quand tu vois les choses comme ça, tu n'as pas envie de continuer dans le système qui a été lancé depuis une 50aine d'années.
Ça nous a profondément perturbés. C'est pour ça que je fais ça pour tous les petits, quoi. Tous les petits à naître et ceux qui sont déjà nés. Espérons qu'on arrivera à en sauver parce qu'ils ont averti qu'il y y avoir beaucoup de casses malheureusement. C'est comme ça. C'est dommage. Quand on évoque le sol, pour vous, c'est quoi? Le sol, c'est la terre, c'est ce qu'on peut cultiver. Voilà, ça dépend de. Oui, enfin, le sol, c'est vaste comme. Voilà, ça a un sens. Le sol, ça peut être la matière, ça peut être là où on peut cultiver des fruits, des légumes, ou ça peut être. Voilà. D'après vous, est-ce qu'il est nécessaire de labourer les sols? Oui, je pense que oui. Oxygéné, quoi. Ça ouvre un peu. Je pense que ça ouvre, ça nettoie, ça aère, quoi. Vous pensez qu'il faut nécessairement labourer pour faire pousser les choses? Il faut bien remuer la terre, oui, pour que ça pousse, quoi. Autrement on ne peut pas planter directement comme ça dans l'herbe, sur la pelouse, non. Sur le dessus, il y a comme une couche qui sèche ou qui peut. Oui, souvent elle sèche. Et quand on la retourne, ça fait une meilleure terre pour les cultivations et plein de choses comme ça. Là, on voit bien que les vers de terre sont actifs parce qu'autour de turicules très secs, au centre, il y en a qui sont encore très très humides. Donc c'est l'activité nocturne des vers de terre qui se révèle ici. Et donc là, on a le résultat du travail du ver de terre. Voilà la structure que laissent les vers de terre derrière eux, embrassant tout le sol de la parcelle. Et à côté, le résultat du tracteur. Voilà. Et si j'essaie de le casser, je n'y arrive pas. Tellement c'est dur et compacté. Et là, le travail du ver de terre. C'est gratuit, ça ne coûte rien à l'agriculteur. Le travail se fait pendant la nuit, pendant que l'agriculteur se repose. Et là, il dépense beaucoup de temps et d'énergie pour avoir ce résultat-là. C'est quand même... ça pose question. Si on compare avec la parcelle d'à côté, avec ce labour monstrueux, ou celle d'en face, où il y avait du fumier qui n'arrivait pas à se décomposer, on se rend compte qu'effectivement, à 1 mètre près, la manière dont le sol est travaillé et respecté, ça va changer du tout au tout sur la vie du sol. Il faudrait qu'on arrive à réfléchir notre agriculture en se disant que les sols tels qu'on les connaît, ils nous ont été proposés par la forêt, on les a trouvés sous la forêt. Que nous disent les arbres dans la forêt? Le sol, il est tout le temps couvert. Il capte de l'énergie le plus possible. Quand les feuilles sont tombées, il y a encore des plantes vivaces au sol qui captent de l'énergie en hiver. Bon, en fait, il faut couvrir le sol en permanence. C'est une règle. Le mot clé pour la terre, c'est couverture. Vraiment ça, vous pouvez le mettre en lettres d'or. Donc la terre va se couvrir. Une terre nue, c'est comme nous, elle aura froid. Donc elle va vivre
des séquences d'aridité, soit elle aura très chaud, soit elle aura très froid, donc des contraintes qui vont finalement la rendre morte, quoi, être défavorable. Donc première chose qu'elle fait, donc elle va amener des idées qui peuvent couvrir, donc c'est des plantes annuelles. On a tout un réseau là, vous voyez, qui couvre, on le voit bien ici. Voyez, et dessous, voilà, là à nouveau j'en ai un, vous voyez, c'est énorme, hein, une espèce de toile d'araignée, et qui a fait son œuvre en une année. Donc c'est des plantes annuelles qui vont laisser un humus, hein, comme on le ferait avec un girobroyeur. Et vous voyez maintenant les deuxièmes séquences, c'est la verticalité. Donc il y a deux idées maîtresses pour cuire une terre, soit on s'étend en périphérie, soit on va en direction de la lumière, hein, pour profiter, disons, des conditions, d'attirer les insectes et tout ça, quoi. On n'est pas sans savoir que quand on retourne le sol, tous les organismes qui vivaient à la surface se retrouvent donc enterrés, et vice-versa, tous les organismes qui vivaient à 30 ou 40 cm de profondeur se retrouvent à la surface. C'est un peu comme retourner l'habitat de l'homme. Est-ce que cela vous choque? Me choque, non, pas vraiment. Bon, effectivement, c'est un problème, mais que peut-on faire? Est-ce qu'on peut arriver à nourrir les gens sans aucun labour? J'y crois pas trop. Alors ici, on fait un essai très particulier. On sème du maïs quand les autres ne sèment pas. Donc, on a semé donc directement du maïs sans travailler les sols combien il y a déjà 15 jours. 15 jours, oui. Voilà, c'est-à-dire on pourrait même le semer le 15 mars si on voulait. En fait, dès que la terre est à plus de 5 degrés C. Et donc en fait, ça a été semé avec un semoir céréales en direct, sans rien faire, d'autre que semer. Donc maintenant, en fait, il s'agit de voir comment ces maïs-là vont se développer et si on va être capable de passer à travers les stress hydriques, notamment. C'est-à-dire qu'il est censé maintenant faire son enracinement dans une période où il y a encore beaucoup d'eau à venir dans la phase du printemps. On estime qu'il peut pleuvoir correctement jusqu'à fin mai. Donc fin mai, ce maïs-là, il doit être à peu près haut de 1 mètre. Et il ne doit pas avoir de soucis métaboliques et il doit aborder la saison sèche avec pratiquement 1 mois d'avance sur tous ses collègues qui sont semés de façon plus traditionnelle. Et donc du coup, il a fait un système racinaire dans un sol où il y a une bonne réserve hydrique compte tenu de sa porosité biologique et de l'autre côté, il a déjà un très gros développement qui lui permet en fait de bien évapotranspirer la totalité de l'eau et d'être en avance par rapport à la phase de stress hydrique où il va manquer d'eau en fait en juin, enfin fin juin, juillet, août, où là, il aura déjà fait sa floraison et donc il devrait être finalement plus apte à résister à la sécheresse. Donc voilà, donc on va aller un petit peu plus loin dans la parcelle et voir un petit peu à la bêche comment se comporte notre maïs dans ce sol qui n'est pas traditionnel, je dirais. Le mois de juillet dernier, on a récolté du blé. Et une fois récolté, on a ensemencé un semis sous couvert. On a mis un couvert végétal de manière à permettre le sol de ne pas être nu, pour le protéger des agressions climatiques et surtout pour permettre à la vie du sol de pouvoir fonctionner. Voilà, c'est pour rendre le sol vivant. Il y a quelques mois de ça, on a passé un coup de glyphosate pour détruire ce couvert et ensuite on a semé avec l'appareil de semis direct. Le glyphosate, on l'a un peu en secours. Le but, c'est de ne plus l'utiliser et de travailler de manière mécanique, c'est-à-dire avec un rouleau FACA, de manière à détruire le couvert végétal. Dans 2-3 ans de plus, je pense que le glyphosate, on pourra y faire une croix dessus. Et l'engrais, cette année, on a acheté un semi-remorque de moins. Et donc, on va dans le bon sens. Et à terme, nous espérons bien arriver à retrouver l'équilibre parfait entre la faune et la flore, de manière à ne plus utiliser du tout de pesticides et ni d'engrais. Si on avait gratté, on aurait détruit toute la vie du sol, toute la vie microbienne, et on aurait créé aussi de l'érosion. On aurait asséché le sol, on aurait créé des milieux favorables aux mauvaises graines.
En ne travaillant plus du tout le sol, avec ces techniques culturales, on permet d'éviter tous ces phénomènes. Économie d'eau, économie de pesticides, économie d'engrais, de lessivage et j'en passe. À la fin du 19e siècle, on comptait en France environ 5 millions d'exploitations agricoles. À la fin du XXe siècle, 100 ans plus tard, on en comptait à peu près 500 000. Ça veut donc dire qu'en 100 ans, le nombre de fermes en France a été divisé par 10. C'est considérable. Certains experts nous disent que dans un siècle, ou peut-être moins, il n'y aura plus que 500 000 exploitations également. Mais là, c'est plus à l'échelle de la France, c'est à l'échelle de la planète. Donc 500 000 exploitations à l'échelle de la planète, couvrant chacune entre 4 000 et 8 000 hectares, seraient, soi-disant, susceptibles de nourrir l'ensemble de la planète. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Peut-être certains le veulent-ils. Moi, j'ai un point de vue différent. Les défenseurs d'une agriculture naturelle ont un point de vue différent. Nous voulons un territoire occupé par des fermes nombreuses, diversifiées et qui emploient beaucoup de monde et fassent des produits de qualité dans une nature préservée. Normalement, j'aurais dû pailler à l'automne et planter maintenant. On est début avril. Comme j'ai pas eu le temps, c'est une vieille prairie. Je me suis contenté de passer un coup de houe il y a 15 jours, pas plus, et de couvrir avec un beau paillage. C'est un sol vivant, hein. C'est un sol qui n'a jamais rien reçu comme produits chimiques, ni engrais. Donc là, je suis sûr d'avoir un sol vivant. C'est pour ça que je peux me permettre de faire ce genre de pratique. Je sais que le temps de la culture de la pomme de terre, le sol va digérer tous ces restes de prairies, y compris les racines d'ortie. On lui met un coup de bêche comme ça et qu'on fait tout doucement levier, en fait, il va apparaître, là il est en train de germer, et en fait on voit le sillon du disque. Hein. Tu vois le sol là sur le disque, ça peut devenir très sec et une véritable muraille de compaction. D'accord. Donc là, en le faisant au printemps, ce risque il va être aussi gommé. Si tu le fais à la sortie d'une période humide et que tu vas tout de suite dans le sec de l'été, par exemple vers le 15 mai, ou le 10 mai, ou fin avril, eh ben, tu peux accentuer ces phénomènes-là. Regardez dessous, le système racinaire, les vers de terre, tout ça, ça commence à faire la liaison et le contact. Hein. Mais on a une espèce de semelle. Et cette semelle, elle peut être dure comme du béton si elle est mal gérée. Donc ce qu'on conseille aux agriculteurs, c'est que la graine doit être posée sur la partie en dessous. Hein. Donc là, c'est plutôt bien fait, puisqu'on voit que les graines de maïs sont posées en dessous. Hein. Et donc là, la zone, on a semé correctement à bonne profondeur, on est à 1 cm, la graine touche le sol et c'est pas mal. Hein. Alors autre chose qui est assez caractéristique, c'est ici, hop, voilà le système racinaire qui est vivant, et tout de suite près de ce système racinaire qui est en train de se mettre en place, on a des échanges avec la rhizosphère, et notamment ici un ver de terre, hein, qui vient s'alimenter sur de la sève qui commence déjà à être échangée dans la zone de la rhizosphère et qui s'installe là. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on ait toujours une plante vivante sur le sol. Parce que plus elle sera vivante, plus elle va échanger avec la rhizosphère, plus vous aurez d'êtres vivants, hein, et plus vous aurez un potentiel de biodiversité accru. Hein, donc l'idée, c'est de ne pas le détruire et de systématiquement capitaliser dessus. Quand on défait les mottes, regardez l'activité biologique, il y a un vers là, il y a, en fait, sur ce petit carré, il y a déjà 2 petits vers de terre. Hein,
Donc, on va dire, c'est plutôt pas mal. Donc, en fait, ce maïs-là, il est capable de plonger très profondément dans un sol non travaillé. Donc, il n'a aucune difficulté. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est de garder l'humidité là-dedans. Donc la motte ici, elle est, quand on la prend, en fait, elle est toute noire. Et en fait, c'est des mottes qui ne sont absolument pas compactées parce qu'en fait, elles sont pleines de radicelles. D'accord ? Donc les racines font leur effet, elles viennent se nourrir dans la microporosité biologique du sol. Et dans cette motte-là, j'ai la moitié de vide. Et donc ce vide, il est plein d'air et plein d'eau. Donc ce maïs-là, il va rigoler très vite. C'est-à-dire que dès qu'il va avoir installé correctement son système racinaire, il ne devrait plus craindre la sécheresse. On a encore beaucoup de paramètres à améliorer, notamment dans les doses de semis, la différenciation entre le sable et les limons et la protection phytosanitaire à la sortie pour éviter la maladie et la fusariose. Voilà, mais globalement, c'est plutôt très bon par rapport à ce qu'on était, puisqu'on n'arrivait même pas à récolter il y a 2 ans. Donc de 0, on passe à 50 quintaux, moi ça me va. Globalement, on pense que si on arrivait à faire ça sur toute la ferme, il y a des gros potentiels de production qui arrivent. Ça, c'est plutôt pas mal. Quand on en est là, après des années de difficultés, c'est plutôt très bon. Mais de bien piloter l'azote, ça a l'air important. L'air que l'on respire est constitué de 79% d'azote en gros, et puis de 19% d'oxygène et de gaz dits rares. Ces 79% d'azote font que sur un hectare de terre, cultivée ou non d'ailleurs, on trouve au moins 75 000 tonnes d'azote. C'est un peu idiot d'aller en acheter chez les fournisseurs. Dans le sol bien structuré, il y a de l'air, cet air contient de l'azote, et ces bactéries qui vivent dans les racines des plantes, dans des petites boules qu'on appelle les nodosités, sont capables de fixer cet azote. Elles en donnent, par le biais de mécanismes particuliers, une partie à la plante qui en échange leur donne de l'énergie. Ces plantes-là font partie, entre autres, de la famille des légumineuses. Et si on observe le terrain ici, on voit que des légumineuses, il y en a. Par exemple, du mélilo. Ce mélilo qui a été cultivé comme engrais vert et dont voici un plant qui a été arraché par les outils de travail du sol. Ce mélilo possède à la surface de ses racines des petites boules qu'on appelle des nodosités. Alors celles-ci sont toutes petites, on ne les voit pas à l'œil nu, mais avec une loupe, on peut les distinguer. Cette racine de mélilo, qui est déjà longue, voici sa longueur, enfin la longueur qui a été extraite du sol, parce que dans le sol elle était certainement beaucoup plus importante, elle a été cassée, eh bien cette racine porte donc ces fameuses nodosités qui contiennent des bactéries qui fixent l'azote qui se trouve dans l'air du sol. Donc une des pistes évidentes pour une agriculture naturelle et productrice, eh bien, c'est de cultiver des légumineuses. Voilà, ça fait un petit mois qu'on a planté les pommes de terre. La puissance des jeunes pousses fait qu'elle a traversé le paillage toute seule. À côté, on retrouve les orties. Vous vous souvenez qu'on avait laissé les orties sur place. En jardinage conventionnel, on aurait eu peur, on aurait dit c'est pas possible, si on laisse les racines, elles vont repartir. Elles sont effectivement reparties, mais regardez les pousses. Rien, c'est vraiment minable. Et si on continue de les déranger, c'est ce qu'on va faire, et on va recouvrir aussi, lorsque les feuilles de pommes de terre auront 10 ou 15, 20 cm de plus, on va recouvrir d'un niveau paillage, et on va complètement étouffer ces racines. Regardez à côté, la même plante, l'ortie, où là il y a eu beaucoup moins de paillage, elle est beaucoup plus vigoureuse. Mais sous un paillage épais, il n'y a pas de problème, ça suffit largement à étouffer toutes les, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, ces fameuses mauvaises herbes. Je mets beaucoup de guillemets, pourquoi? Parce que cette ortie, c'est un vrai concentré de nourriture pour la pomme de terre. Elle va apporter énormément d'azote. Ses racines vont apporter des éléments nutritifs aussi qui vont renforcer la plante et qui feront qu'elle sera beaucoup plus résistante aux maladies. Je suis exploitant forestier et je m'étais rendu compte depuis longtemps que quand on avait des soucis en agriculture, suite au mauvais temps et tout ça, je partais travailler en forêt. En forêt, il n'y avait pas de problème. On arrivait à rouler sur les sols, on arrivait à avoir des plantes magnifiques et
Le souci, ça a été de savoir pourquoi. Pourquoi on veut copier le modèle forestier? Tout simplement parce que chez nous, sous nos climats, l'aboutissement du modèle forestier, c'est le climax. C'est-à-dire, c'est le biotope le plus équilibré qui soit. C'est-à-dire que si on laisse une parcelle de terre, quelle qu'elle soit, à l'abandon entre guillemets, si on laisse la nature faire les choses, la nature va mettre en place sur ce sol, comme ici, sur un sol qui a subi la déprise agricole, va implanter une forêt. C'est l'aboutissement du cycle vital dans nos régions. Et c'est cet aboutissement qui est super aggradant. Alors que l'agriculture, telle qu'on la pratique aujourd'hui, avec toutes ces machines et tout ça, et ces insecticides et pesticides, est dégradante, la forêt, elle, a un schéma aggradant. C'est-à-dire qu'elle construit le sol. Là où nous détruisons le sol, la forêt construit un sol nouveau, enrichi en humus, puis en terre arable régulièrement ce même biotope. On peut imaginer qu'ici, au début du XXe siècle, les agriculteurs avaient atteint la roche-mère, ils ne produisaient plus rien, d'où l'abandon de cette parcelle. 80 ans après, on a 10 à 15 cm de bonnes terres qui ont été reconstituées uniquement par la forêt, c'est-à-dire par les brindilles de bois vertes qui tombent quand il y a une tempête, le bois mort qui tombe en fin de saison, les feuilles mortes, etc., etc. Tout cet apport de matière organique qui, décomposé sur place, sans enfouissement, est venu reconstituer ce qui demain pourrait nous permettre à nouveau de cultiver des légumes, des fruits ou des céréales. Une forêt produit 5, 6, 7 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Donc la nature sait produire de la matière sèche et l'optique de l'agriculture naturelle, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'en observant ces phénomènes, en les déterminant, en les cernant, on ne pourrait pas mieux les comprendre et les utiliser en agriculture? Alors, est-ce que je vais réussir mon coup? Dans un sol, il y a deux grandes entités vivantes. On va dire les insectes et les vers de terre, qui sont, je dirais, je mettrais ça dans le même panier. Ce sont des mangeurs de cellulose, des individus qui fragmentent de la cellulose. Et on a une autre très grande entité qui est tout aussi indispensable, qui sont les champignons, qui eux sont des mangeurs de lignine, tout simplement. Et donc, un sol équilibré, c'est un sol qui a en même temps de la lignine et en même temps de la cellulose. Et donc, la lignine pour les champignons, la cellulose pour les insectes et les vers de terre. Qu'est-ce que la lignine? C'est la macromolécule structurelle du végétal. C'est-à-dire, quand on dit par exemple un végétal est ligneux, ça veut dire qu'il a une structure rigide qui lui permet de pousser verticalement. Hein, donc c'est ce qui fait la rigidité du végétal. De l'arbre ou de l'arbuste ou même des tiges de paille, des céréales. Donc c'est une macromolécule complexe mais qui ne contient pas d'azote et qui est très difficile à casser par les organismes vivants, hein, puisque elle est solide, elle est orientée de telle manière dans l'espace que bon, il y a que les champignons qui ont des enzymes qui sont adaptées pour casser cette macromolécule, pour en faire des molécules plus petites et qui sont ensuite qui puissent être ensuite attaquées par d'autres micro-organismes comme les bactéries. Donc à l'origine de la décomposition de tous les déchets végétaux, il y a les champignons. On voit ici un petit départ de mycélium blanc, de champignons. Et tout ça, c'est dû à cette matière organique qui est tombée. Là, il y a plein d'araignées partout, il y a plein d'insectes. Ce bois, dans 2-3 ans, il n'y en aura plus. Les feuilles sont tombées dessus. On a une formation de litière qui, elle-même, va donner de l'humus. C'est ce modèle-là que l'on essaye de reproduire en agriculture. D'après les idées proposées par M. Lemieux,
L'élément central en forêt de la redynamisation, de la récupération du sol, c'est toutes ces petites branches, ces ramilles qui retournent en quantité importante au sol continuellement dans une forêt. Et c'est de là que redémarre la vie. Ici, on est dans un coteau assez pentu, une jeune vigne, et sur le haut, il y avait un problème d'érosion. Il se formait un fossé d'érosion. Et un peu par hasard, le propriétaire qui voyait des gens qui faisaient de l'élagage, on a demandé à ce qu'on lui porte les produits de l'élagage dans son trou d'érosion. Et dans les mois qui ont suivi, il trouvait qu'il y avait des réactions inhabituelles de la vigne, elle était beaucoup moins sèche, etc., que les autres plantes plus jeunes. Les BRF, on s'est aperçu que c'était un peu comme l'amorce ou la nourriture, excusez l'image trop facile, mais qui relance la vie dans le sol. Systématiquement, quand on amenait du BRF, on augmentait les rendements, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire on gardait les mêmes schémas de culture et de fertilisation. Donc ça voulait dire que cet ajout de matière organique jouait vraiment quelque part. Connaissez-vous le BRF? Non, je ne connais pas le BRF. Donc c'est le bois raméal fragmenté. C'est les rameaux des arbres qui est passé un broyeur, coupé un petit morceau pour accélérer sa décomposition. Et sitôt qu'il est broyé, on le dépose en surface sur le sol à raison de 2-3 cm pour la première application, pour booster les sols. D'accord, je connais donc le procédé. La première fois que j'avais vu ceci, c'était en Hollande. J'ai vu ça et je trouvais ça extraordinaire. Nous, on brûlait et moi, en Hollande, quand je les ai vus avec leurs machines à broyer et tout ceci retournait autour, j'ai trouvé ça extraordinaire. Quand on regarde sur leur polder, il y a beaucoup d'endroits où c'est uniquement du compost qui est fait comme ça, qui ramène la culture. Ici, on voit l'action du BRF. Donc il a 1 an, ce BRF. Et on voit la qualité du sol, comment il est. Il est a priori gavé de matière organique. Certainement humifère parce qu'elle a vachement évolué. Il faut savoir qu'au départ c'était des morceaux de bois gros comme ça à peu près, et que l'on voit en 1 an et demi, on se retrouve avec que des petits morceaux de bois. Ça veut dire que ça a été vachement attaqué par la vie. Donc le travail sur le BRF nous permet de repositionner le débat autour de la lignine et que sans doute la nutrition et la fertilité d'un sol ne seraient liées qu'au retour de matière organique potentiellement possible. Et donc ça passe bien par une augmentation des rendements de la photosynthèse, la réintroduction des plantes géantes et de plantes qui produisent des produits ligneux. Donc un mariage avec les arbres, mais sans doute avec les feuilles, puisque la feuille c'est moitié-moitié de cellulose et de lignine. Mais c'est aussi des pailles qui sont riches en lignine, quelque part. Là on voit que j'ai mis du foin il y a 15 jours avant que l'herbe démarre, mais il y a une épaisseur beaucoup trop faible, l'herbe est en train de passer au travers. C'est pour ça que je suis allé chercher de la feuille. Il va vraiment falloir que je mette 15-20 cm partout si je veux pouvoir, au mois de juin, planter les dernières tomates de la saison. Le principe est simple, toute l'herbe qui sort, je la couvre. Voilà, il m'en faut encore autant. Le 21 mars, le terrain était tout identique partout. C'est un terrain très homogène. Partout, il y avait des orties et de l'armoise et des graminées comme on voit ici. On va voir déjà, on est le 5 avril, on va voir déjà en 15 jours quel a été l'effet de ce paillage juste en soulevant. Voilà. Là, on a le double effet. On a un mulch nourricier avec cette herbe verte qui, en se décomposant, va donner du carbone et de l'azote pour les prochaines cultures. Et on a un mulch protecteur. On a là la combinaison des 2 types de couverture du sol qui sont essentiels et indispensables pour produire sans travail du sol. Et on a commencé à observer des choses bizarres dans les sols. Plus on amenait finalement du carbone, moins on avait d'adventices. Alors ça aussi, ça nous a un petit peu perturbé au début. On dit les sols sont plutôt propres. Tiens, et pourquoi il n'y a plus d'adventices? Eh bien en fait, tout simplement, les adventices qui ont disparu très rapidement, c'était les nitrophiles. C'est-à-dire les plantes comme les kénopodes, les amarantes, etc., qui sont des plantes qui poussent très vite après un travail du sol,
pour réorganiser l'excès de nitrates qui vont être produits par la destruction de la matière organique, par son oxydation, par le travail du sol. Et donc, fatalement, quand je travaille le sol, je fais une telle grosse erreur, une telle grande bêtise, que finalement, le premier système que la nature a pour corriger mon erreur, c'est de faire pousser une mauvaise herbe. En fait, ce n'est pas une mauvaise herbe, c'est une plante qui est très adaptée au dossier, qui est une plante qui va tout de suite organiser l'azote libre en excès dans la solution du sol. Et donc, fatalement, on s'est rendu compte que dès qu'on a arrêté de travailler les sols et qu'on a mené beaucoup de carbone, eh bien, on n'avait plus toutes ces mauvaises herbes nitrophiles qui étaient présentes, puisqu'elles n'avaient plus rien à faire. Donc, elles ne poussaient plus. Et du coup, on avait désherbé grâce à un pilotage différent de nos systèmes agricoles. Alors on a continué un petit peu à observer tout ça, et tout d'un coup, la totalité de nos stratégies de désherbage vole en éclats. Mais je ne vous dis pas, c'est un véritable tremblement dans le petit cercle d'agriculteurs initiés qui ont commencé à s'intéresser à ça. Donc ça veut dire que dans nos terres agricoles, il y a un gros stock de graines en attente. On a coutume de dire au moins 10 000 au mètre carré. 10 000 au mètre carré, une partie est morte. Lorsqu'on enterre les graines en profondeur, une partie meurt, mais il y en a une partie qui reste vivante, facilement les 2/3. Sur ces graines qui sont vivantes, une partie est en dormance dite physiologique. Ce sont des graines dont l'horloge interne commande de lever dans 6 mois, dans 6 ans ou quelquefois dans 6 siècles. Chaque graine a son horloge interne particulière. Et puis d'autres sont en dormance imposée. Leur horloge interne les a réveillées, mais comme elles sont enterrées assez profondément et à l'abri de la lumière, et puis avec relativement peu d'oxygène et beaucoup de gaz carbonique, donc elles attendent dans le sol. Elles attendent des jours meilleurs pour germer. Et ces jours meilleurs, eh ben, c'est quand l'agriculteur passe avec son outil, comme avec celui-là par exemple, eh ben, il se passe quoi? Il se passe que la graine remonte vers la surface, et puis elle germe, et donc elle pousse dans la culture. Donc ça veut dire que j'ai intérêt à réduire ce stock de graines en dormance imposée. Pour le réduire, j'utilise un outil qui, avec des dents, me remonte la graine vers la surface et la met en état de germination. C'est ce que j'appelle le déstockage, que très souvent on appelle à tort faux semis. De ce côté-ci, c'est des vignes, on le voit d'après l'état du sol, très lisse, il fait presque béton. Ce sont des vignes qui sont désherbées chimiquement. C'est le travail du vigneron, c'est déjà de la guerre à l'herbe le plus possible pour la compétition sur la vigne. C'est un problème difficile en bio parce qu'il y a le même raisonnement de ne pas avoir d'herbe, mais là, comme on n'a pas les produits pour contrôler l'herbe, c'est contrôle mécanique, plusieurs passages dans l'année, dans des conditions comme ça, c'est assez difficile. Il y a certaines herbes qui sont certainement favorables à la production associée à la vigne, par les produits qu'ils libèrent, par la biodiversité qui s'installe sur ces herbes-là. Ils peuvent être le refuge à des prédateurs, ils peuvent avoir des influences dans le sol qui sont bénéfiques à la vigne. Mais ça, c'est un domaine purement hypothétique actuellement. C'est très raisonnable de le penser, maintenant il faut aller le démontrer et après, à partir de là, élaborer des pratiques et des comportements. Les mauvaises herbes, ça n'existe pas. Il y a des plantes qui poussent, qui vivent leur vie, et point final. On parle d'herbes mauvaises, nous, en agriculture, parce que on cultive et que ces plantes nous gênent. Donc on dit qu'elles sont mauvaises parce qu'elles nous gênent. On parle quelquefois d'adventices. C'est mieux, c'est déjà moins négatif. Mais c'est pas bon non plus, parce que l'adventice, ça vient d'un terme latin qui est ad venire. Ad venire, ça veut dire qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Qui, dans un champ, vient de l'extérieur vers l'intérieur? Eh ben, c'est la culture. Les cultures en général viennent, pour le blé par exemple, sans doute du Moyen-Orient. La plupart des plantes que l'on cultive chez nous, en Europe, et en France en particulier, viennent d'ailleurs. Enfin, la plupart des plantes sont en fait des adventices. Nos cultures sont des adventices. La plante qui nous gêne, en fait, c'est la flore spontanée. C'est le seul terme scientifique exact, il faut parler de flore spontanée. Cette flore spontanée nous gêne, c'est vrai, parce qu'elle concurrence nos cultures. Donc il faut trouver autre chose encore. Et l'autre chose qu'il faut trouver, c'est une cohabitation harmonieuse entre la flore spontanée et la culture. Je donne à la flore spontanée une place. Et elle me laisse la mienne. C'est de dire, voilà, flore spontanée, tu étais là avant moi. Donc c'est moi l'intrus d'une certaine façon. Peux-tu, s'il te plaît, me donner une place?
la nature est sympa. Elle dit oui, en général. Donc elle me laisse une place, mais à condition quand même que je lui laisse la sienne, sinon elle n'est pas d'accord. Donc ça veut dire que dans cette maîtrise de la fleur spontanée, la première démarche, c'est une démarche psychologique. C'est la démarche qui consiste à accepter que mon champ ne soit pas une planche parfaitement plane dans laquelle il n'y a rien qui dépasse. Alors cette neige tardive, elle est intéressante parce qu'elle nous remet à notre place. On est dans les Pyrénées, on est au mois de mai, c'est pas du tout exceptionnel. Ce type de précipitation, on l'a régulièrement, jusqu'au Sainte-Glace, on connaît, hein, Sainte-Glace début mai. On a un risque de coup de froid. Ça veut dire qu'il faut respecter le terroir où l'on est à 700 mètres d'altitude. Je ne peux pas ici faire des pommes de terre fin février comme je faisais chez mes parents en Charente-Maritime. Ici, j'ai fait les pommes de terre suffisamment tard pour qu'à cette époque de l'année, elles soient petites, de faible développement et que je puisse facilement les protéger en cas de coup dur. C'est ce qui vient de se passer. Quand on travaille avec le sol, avec la vie du sol, avec l'agro-écosystème vivant, on est obligé de tenir compte des contraintes climatologiques. Si on ne le fait pas, on est obligé d'utiliser des serres, des plastiques, etc., des tas de moyens artificiels qui viennent fragiliser à la limite les cultures et donc on est obligé d'intervenir de plus en plus. Il est impératif de respecter les cycles naturels des plantes et des cultures si on veut intervenir le moins possible et si on veut avoir le moins possible recours à des intrants externes. Ah, celle-là, elle est finie, hein. Regarde. On voit bien qu'il est bien rempli partout. Ouais, la graine est toute homogène. Le diamètre est pas mal, ça fait l'empan de main, quoi. Ouais, ça fait plus de 20-25 ouais, de diamètre. Ça fait une bonne petite poêle, quoi. C'est assez impressionnant, ouais. C'est bon, là. Là, on peut remarquer qu'il y a pas mal de paillage, quoi. C'est comme l'année dernière, plus des résidus du couvert qui est resté au sol, quoi. Et dessous, bon, ça garde la fraîcheur, bien sûr. Voilà. On voit encore les radicelles, terre poreuse. On a du beurre, quoi. Bon, on voit encore les fentes, là c'est dû au coup de disque c'est le passage du semoir. Du semoir de ce midi-grec, quoi. Bon, ça marque encore parce que ça fait 3 ans à peu près qu'on le fait. Et après, je pense qu'elle sera encore plus rumuleuse, plus fine. Et puis il a vu combien on a mieux travaillé déjà. Voilà, et après, normalement, les fentes, on n'aurait plus les voir, quoi. Vu les hauteurs. 2,50 m. Près de 3, oui. 2,80 m, même certains 3 là-bas. Ouais. Ah non, il est assez. Une fois qu'on rentre un peu à l'intérieur, on ne se voit plus. Et puis on n'a pas du tout irrigué. C'est ça le. Pas du tout d'irrigation. On voit que la structure est rumuleuse, quoi. C'est assez frais, quoi. Pas d'irrigation du tout. Rien. Et nos voisins, ils sont à 2 tours actuellement. Ils ont dû faire 2 passages. Alors, ce qui est bien avec cette méthode, quand même, c'est qu'on peut récolter les patates sans déraciner le pied. Ça, c'est assez génial. On récolte les grosses patates. Et là, vous voyez, il y en a une toute petite, là. Si jamais le pied n'est pas dérangé, les fanes sont encore vertes, qu'il n'y a pas de maladie, et a priori, il n'y a pas de raison qu'il y en ait,
mais le pied va continuer de pousser. Et ces petites patates, je viens dans 15 jours, je les aurai de cette taille-là. C'est très très pratique parce que du coup on peut récolter des pommes de terre nouvelles très tôt en saison sans compromettre la récolte finale. Avant, dans les méthodes classiques, quand je récoltais des pommes de terre nouvelles, j'arrachais le pied, je prenais tout ce qu'il y a, j'avais des toutes petites patates et puis c'était fini, la vie du pied était finie. Tandis que là, j'ai 4 belles patates, j'ai déjà 500-600 grammes de pommes de terre et je pourrais faire une récolte ultérieure. Donc lui, je vais l'arracher complètement. Voilà. Ouais, regarde, tu vois. Donc là, on a la vieille patate, la pomme de terre qu'on a plantée au printemps. Donc je viens de prélever tout ça. On pesera tout à l'heure, mais je suis sûr qu'on n'est pas loin du kilo de pommes de terre. Et il y avait encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et puis celle-ci qui était toutes des embryons, au moins une quinzaine de pommes de terre que j'aurais pu récolter encore d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc on voit que cette méthode qui permet d'éviter d'arracher le pied peut vraiment s'avérer très très performante. On fait des essais, on apprend tous les jours, et c'est ça qui est quand même passionnant dans cette histoire, c'est qu'on est à la recherche des solutions de demain. On a une compréhension des phénomènes qui, je crois, est de plus en plus complète aujourd'hui, ce que n'avaient pas mon père et mon grand-père. Et aujourd'hui, grâce à cette compréhension des mécanismes naturels et agronomiques, on doit être capable de trouver des solutions différentes selon son lieu. C'est ça qui est aussi passionnant. C'est-à-dire que ce que je fais là ne sera pas forcément applicable partout systématiquement. On pourra reprendre les grands principes et les appliquer, les adapter surtout, les adapter à chaque micro-région, à chaque ferme, à chaque jardin. Et c'est là effectivement où c'est passionnant parce que c'est à chacun de construire son modèle agronomique. Fais attention de ne pas casser le racinage. Voilà les vrais travailleurs. Il vaut mieux un animal comme ça qu'une charrue. Mais tu le tiens, papa, là. Vas-y, continue. Non, mais tu me l'as fait, là. Non, mais si, il faut le déterrer quand même. Hein. C'est friable, c'est incroyable. C'est ça mais il est ça verticalement, quoi. Si, là, continue là, sur le côté, là. Non, mais fais levier doucement pour avoir le maximum de racines. Voilà. Qu'est-ce que l'on voit là? Ben voilà. Toutes les racines sont droites, c'est formidable. Il n'y a aucune contrainte de quoi que ce soit. Pas de semelle. Elle est droite et on voit toutes les radicelles. Dessus. Ce qui est important, c'est que les racines sont bien droites. C'est surtout ça qui est important. Ça veut dire que la plante, elle n'a pas de peine à descendre. Pour aller chercher l'eau qu'elle a besoin. Voilà, comme ça, vas-y. Vas-y, tu le tiens là. Essaye de ne pas l'éclater. À 25 cm. Bon, c'est incroyable. Voilà. Mais il faut essayer. Là, c'est droite. Voilà. Comme ça. Bien droite. Voilà. Allez, ta mèche. Voilà. Et la terre au-dessus, vous voyez, elle vient noire. Elle noircit. C'est la matière organique qui fait son boulot, quoi. Qui permet de faire ça. Mais vous, Maurice, c'est pas de votre époque? Non, pas du tout. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à labourer très profond. 35 cm en gros. Dans les années 60. Et on a labouré jusqu'en 95, quoi d'ailleurs. Voilà. Et à ce moment-là, on était content de labourer profond parce qu'il nous semblait qu'en labourant profond, on faisait des réserves d'eau. Et puis c'était à les mœurs à l'époque. Et c'était à les mœurs, et c'est tout le contraire. Oui. C'était le décompactage aussi. On décompactait aussi. Quand on était gamin. En plus, on décompactait très profond, à 35-40. Ouais. Croyant qu'on évitait l'irrigation avec ça, et puis total, je crois qu'on était complètement dans l'erreur. Et quand je vois ça maintenant. Oui, c'est clair. C'est clair. Il n'y a plus d'érosion, il y a. La terre s'enrichit automatiquement. Agronomiquement, c'est mieux, quoi. Voilà, agronomiquement, c'est bien mieux. On augmente le taux de matière organique. Voilà, exactement. Et alors par contre, actuellement, ceux qui continuent à faire ce qu'on faisait dans le temps,
eh bien, ils ont leur terre qui blanchit. L'irrigation à outrance, le poids des grosses puissances, pour rien souvent. Et ils tassent le sol, ils ont de l'érosion et puis... De l'érosion, plus ils balancent de l'eau et plus il faut qu'ils s'en balancent. Quoi. Et un jour, c'est reconnu qu'ils auront leur terre comme une roche. Comme un rocher. Comme un rocher. Comme un rocher. Ils pourront mettre de l'engrais, de l'eau, il n'y a rien qui poussera. Et la terre devient hétérogène parce qu'ils remontent la terre du sous-sol pour avoir matière organique et il y a des zones blanches, des ronds. Quoi. Et la fertilité du sol disparaît. Plus de vers de terre, plus de micro-organismes, tout est mort. Il faut le sol vivant. Si on n'a pas le sol vivant, on perd tout. On perd la matière organique, on perd tout. Au moment où on commence à considérer la Terre comme un organisme, exactement comme notre propre corps, à ce moment-là, on commence à comprendre comment elle peut fonctionner. Et c'est vraiment d'intégrer l'ensemble de ces moyens d'expression. C'est en intégrant tout ça qu'on arrivera à solutionner tous les problèmes de désertification, de famine, les grands enjeux qui nous attendent au cours de ce XXIe siècle.